Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà, merci beaucoup à tous pour vos commentaires, parce que oui, en effet, j'ai sorti un nouvel article sur Auto Hebdo. Pour l'instant, il est que en papier. Je pense qu'il sortira sur internet un petit peu plus tard, mais en effet, il se pourrait, sans trop spoiler, que j'ai un nouvel article dans le dernier Auto Hebdo dont je suis pas peu fier et dont il y a évidemment 4 pages sur globalement les 10 pilotes que je considère qui sont un petit peu passés sous le radar en quelque sorte, qui se sont vraiment mis en évidence, ou en tout cas qui ont vraiment changé de dimension cette année-là. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter le nouvel Auto Hebdo. Voilà, il y a aussi d'autres choses qui sont en cours de préparation, dont j'avais déjà parlé aussi sur un live précédent, mais voilà. Voilà, ça c'était pour la petite partie perso. Merci beaucoup à vos commentaires, à ceux qui l'ont déjà lu, même à ceux qui l'ont pas lu, qui me félicitent quand même. Ça fait toujours plaisir quand même, mais n'hésitez pas à le lire. Bon, on va parler de pas mal de choses parce que évidemment, on sort d'un week-end de F2, F3 et on arrive dans un autre week-end F2, F3, le dernier avant la pause estivale. Mais, avant de parler du week-end qui arrive, un énorme week-end puisqu'il y a aussi la FRECA, la F4 France et même la finale du championnat d'Europe de karting, forcément, on doit parler de l'actualité de la semaine. Et là, il y a vraiment eu beaucoup d'actualités de la semaine. J'ai même envie de dire presque pour certaines infos, l'actualité de la journée. Il y a eu vraiment pas mal de choses. Euh, voilà, concernant Théo Pourchère, concernant Dorian Pain, notre Française qui n'est pas là ce week-end à Imola en FRECA, concernant la Formule régionale européenne, Formula Regional European Championship, voilà, la FRECA qui va un petit peu changer de nom, qui va se transformer. Euh, Bizarrement, il sort ses articles suite à des gardes de nuit, ça bosse Percy. Et le magazine en ligne sort 2 jours avant le papier, exactement. Mais oui, c'est un petit. Enfin, oui, voilà, je me repose en écrivant des articles. Voilà. Vraiment, d'ailleurs, je crois que l'article que j'ai écrit là, qui est dans le Auto Hebdo, je crois que je l'ai fait le jeudi 17, enfin je l'ai écrit moi-même le jeudi 17, et je crois que c'était un lendemain de garde. Donc en vrai, t'as raison. T'as raison. Mais j'ai fait une autre garde entre temps. Non, pour l'instant, l'article n'est pas encore sur le site d'Auto Hebdo, mais ça viendra normalement. Voilà, ça viendra. Ça viendra, je sais pas quand exactement, mais ça viendra. Merci beaucoup à Flo Lamens pour son 9e mois de sub. Tellement content d'être enfin de retour devant tes lives. Ça faisait un petit temps. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ton pseudo. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Je viens de rentrer d'un mariage à Montréal en Californie. J'ai pu assister à l'enchaînement IndyCar, l'entraînement IndyCar pardon, à Laguna Seca vendredi. Je vous laisse deviner combien coûtait le billet avec accès au paddock. Genre, je sais pas trop, je me rends pas compte là pour l'IndyCar, mais évidemment ça doit être rien comparé à la F1. Mais moi qui suis plus habitué par exemple à des trucs de GT World Challenge ou ce genre de trucs, ou le billet par exemple pour ce week-end à Manicourt, puisque je serai sur place à Manicourt, c'est 25 euros pour le week-end, donc c'est-à-dire à rien. 400 $, mais non, pour l'IndyCar, j'aurais dit beaucoup moins, perso. Mais je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Bon, écoutez, donc voilà, on va parler de beaucoup de choses. Écoutez, on va quand même passer avec le petit diapo que j'ai présenté. 10 $, bah oui, c'était sûr que c'était 10 $. C'était sûr que c'était 10 $, bah oui. Mais enfin, la F1 nous matrix tous, hein, c'est tout. Mais sinon, le sport auto, c'est pas cher normalement, hein. Ah, tu viens pas à Manicourt? Ah, c'est dommage, Homero. C'est dommage, Homero. Mais on devrait pouvoir se croiser au Mans normalement. Mais je serai à Manicourt, donc pour la F4 France, évidemment, F4 France dont on glissera un petit mot. La F4 France qui est en support voilà, du GT World Challenge Europe. Bon, écoutez, on va commencer avec les bonnes nouvelles. Voilà, on va commencer voilà, avec l'actualité de la semaine. Sur l'actualité de la semaine, voilà, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des nouvelles surprenantes. On va commencer par le positif avec notre Français Théo Pourchère. Avec notre Français Théo Pourchère qui devrait bientôt être promu. Je vais pas dire qu'il est en train de toucher son rêve, mais un petit peu quand même, parce qu'évidemment, bon, je pense que son premier rêve c'était la Formule 1, mais quand même, son deuxième rêve, il est là, c'est de devenir pilote professionnel, et ça commence à sentir très bon pour Théo Pourchère. Voilà, l'idéal évidemment, voilà, dans son
dans son projet actuel, c'est d'avoir un double programme WEC FE. On rappelle qu'actuellement il est engagé en European Le Mans Series dans la catégorie antichambre, en quelque sorte dans la catégorie LMP2, et qu'il fait des tests à côté en Formule E, en monoplace électrique. Donc voilà, le projet c'est d'être, voilà, le jeune pilote du groupe Stellantis, c'est d'être en WEC et en FE, et ça pourrait arriver dès 2026. La fin d'une longue galère pour Théo, bah ouais, c'est ce que j'espère, parce que là, elle a été longue hein, depuis cette galère, depuis le titre F2. Il y a eu l'expérience en Super Formula, il y a eu les espoirs qui n'ont jamais vraiment vécu avec Sauber Stake, l'expérience IndyCar avec McLaren qui s'est terminée assez abruptement. Et puis voilà, il y a vraiment eu quelques mois où il n'avait rien de chez rien et Stellantis, heureusement, l'a récupéré. Voilà, pour le WEC, surtout après un excellent week-end à Imola en European Le Mans Series, où il a été vraiment excellent. Et il a sorti son premier grand week-end référence en endurance, même si les week-ends précédents étaient bons, mais voilà, sans plus particulier. Il avait fait des bonnes 24 heures du Mans avant ça. Et là, il a vraiment passé un cap sur le dernier week-end à Imola. Et voilà, pour le WEC, visiblement, Peugeot devrait lui faire confiance en hypercar. On attend la confirmation officielle, évidemment. Mais voilà, il va y avoir certains départs. Peugeot et même le groupe Stellantis sont un petit peu en train de tout réorganiser aussi, surtout en Formule E. Mais voilà, ils sont en train de changer pas mal de pilotes, notamment Paul Di Resta qui est là, le pilote écossais qui est présent depuis le début du projet, devrait partir. Stoffel Van Dorn aussi n'est pas très très serein. Stoffel Van Dorn qui est un petit peu en difficulté ces derniers temps. Voilà, le champion du monde de Formule E, de je sais plus quelle année, mais il y a 3 ans à peu près, je pense, devrait partir. Peut-être aussi Jensen aussi, qui est un autre pilote engagé chez Peugeot. Voilà, il va y avoir des départs. On sait qu'il va y avoir au moins une arrivée avec celle de Nick Cassidy, expérimenté pilote notamment de Formule 1, où a priori Van Dorn va sauter de chez Stellantis. Et donc voilà, il y a un pilote réserviste qui est là, qui est tout prêt, et visiblement ça a l'air de se sentir très très bon pour aller chez Peugeot en WEC. Euh, je sais pas trop comment ça marche, mais du coup là on parle plus de budget et tout puisqu'il sera payé. Ouais, bah c'est ça. Il va être pilote pro. C'est ça. Bah, voilà, il va devenir pilote pro en WEC et en Formule E. Donc c'est vraiment le rêve de tout pilote. Voilà, en plus dans des catégories reines de championnat du monde. Voilà, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Il y a qui comme équivalent à Théo dans d'autres sports, un champion junior rapide qui réussit mais snobé par le sport? Bah je sais pas trop, je trouve pas forcément d'équivalent puisque souvent quand il y a des champions, des champions juniors qui percent pas après, c'est parce que ils ont un petit peu craqué sous la pression ou ils ont un petit peu foiré certaines saisons, etc. Et là c'est même pas le cas. Bah oui, mais enfin Gourcuff, par exemple, c'était les blessures ou c'était les blessures, voilà, des saisons de moins. Là, c'est juste, il a été enfin vraiment exceptionnel et durant toute sa carrière junior, hein, F4, F3, F2, même avant ça, le karting. Où il fait troisième du championnat du monde sur une année où Victor Martins est champion alors qu'il a 2 ans de plus. Bref, enfin voilà. Schwartzmann, bah oui, à la rigueur, enfin oui, Schwartzmann. Schwartzmann, même s'il y a quand même cette saison F2 2021, je crois, où il se fait battre par Oscar Piastri qui est rookie, et ça fait mal. Mais j'ai pas d'autres exemples sur d'autres sports, hein. Ouais, voilà, c'est un problème de budget qui est très propre au sport auto, parce que normalement, enfin, voilà, il y a d'autres paramètres qui sont entrés en compte en plus du sportif en fait. J'ai des doutes sur un double programme FE, mais j'ai compris que s'il n'y en avait pas, ce serait un double programme, ouais, que LMS quand même. Ok. Bah alors voilà, en Formule E par contre, c'est moins sûr parce que Stellantis va avoir 4 places la saison prochaine en Formule E avec DS et Citroën. Citroën qui va remplacer Maserati. Maserati en grande, grande, grande difficulté financière. Donc DS Citroën, tu te dis deux marques françaises, il y a un jeune pilote français. Voilà, bah malheureusement non. A priori, pas pour 2026 en tout cas. Visiblement, ouais, alors les 4 pilotes seraient signés, donc je pense qu'on aura Vergne, Günther, Jean-Éric Vergne, Maximilian Günther, Nick Cassidy et le très prometteur aussi Taylor Barnard qui a déjà une saison d'expérience chez McLaren et qui a fait je crois top 5 au championnat et voilà, qui bat tous les records de précocité en Formule E. Voilà, donc
les 4 sièges, a priori, sont déjà pris, mais voilà, Théo Pourchaire pourrait faire une saison de Formule E dans une autre équipe où il serait prêté, mais ça, c'est un peu plus hypothétique pour le moment. Voilà, il y a Formula E Notebook qui a parlé de Andretti, qui a parlé de Cupra Kiro, qui a parlé d'Envision, c'est voilà, des équipes qui ne font pas partie du giron Stellantis, donc ça sera plus difficile d'aller placer Théo Pourchaire. Mais voilà, en tout cas, il y a des discussions qui existent. Et voilà, au moins, le principal, c'est que le WEC, enfin le WEC, l'hypercar, donc c'est vraiment bien quoi. La FE pourrait être un tremplin vers la F1 où c'est mort de chez mort, honnêtement. On peut jamais dire que c'est mort de chez mort, mais c'est mort. Peut-être pas mort de chez mort, mais voilà, enfin, je veux dire, malheureusement, même s'il reste encore très très jeune, il a 21 ans, voilà, il a tout gagné en formule de promotion, avec des records de précocité. Malheureusement, le train pour la F1 est passé, il n'a pas le budget. Certes, imaginons, par exemple, il rejoint finalement Andretti, enfin, ou Cupra Kiro, voilà, et il est champion du monde de Formule E. Et je vois pas, hein, je vois pas comment, hein, je, je- les passerelles Formule E, Formule 1, enfin voilà, il faudrait beaucoup plus de soutien. Alors à moins que Frédéric Vasseur, par exemple, le récupère, je ne sais trop comment, j'ai du mal à voir ça arriver. Il faudrait des contacts. Par exemple, Nick De Vries, lui, il avait un atout très important, c'était Toto Wolff. Là, voilà, il y a personne qui a ce rôle-là pour Théo Pourchaire. Le seul qu'il avait, c'était Frédéric Vasseur. Et Frédéric Vasseur, malheureusement, est parti chez Ferrari. Il a d'autres responsabilités, etc. Voilà, voilà, compliqué, compliqué. Pourquoi il n'a pas continué en Indy? Ça aurait pu être sympa. Bah ouais, McLaren la tège pour aller prendre un pilote payant. Voilà. Nolan Siegel qui est d'ailleurs en difficulté. Il a eu des discussions, hein. Il a eu des discussions dans d'autres équipes, notamment les dernières discussions que j'avais entendues, c'était Juncos Racing, mais les équipes d'IndyCar, malheureusement, surtout quand c'est pas des top teams, recherchent des pilotes payants. Ah, RLL, j'avais pas entendu. J'avais pas entendu. Mais oui, enfin voilà, par exemple, dans le cas McLaren, quand Théo Pourchaire a fait quelques courses en IndyCar, il s'est fait tège parce qu'il y avait un pilote payant qui, voilà, qui amenait énormément, qui était prometteur, mais voilà, qui n'avait absolument pas le palmarès et le talent de Théo Pourchaire. Donc bon, voilà. On refait pas l'histoire. En attendant, Théo Pourchaire rebondit. À voir si ça sera que WEC ou enfin que de l'endurance ou WEC FE, on verra. Cyclohexane, merci beaucoup pour ton 10e mois de sub consécutif, merci beaucoup. Je crois que Pagenaud voulait le parrainer pour aider son accès en IndyCar. Oui, oui, il y a Simon Pagenaud qui s'occupe de lui. Maintenant, voilà, est-ce que ça va débloquer des opportunités en plus en IndyCar? Bah, dans le cas où, par exemple, la Formule E ne se fait pas l'an prochain, on peut imaginer un double programme Wake IndyCar, peut-être, mais voilà, il faut le trouver le budget aussi. Et je pense plus, pour le moment, enfin Simon Pagenaud, il devait débloquer avec son carnet d'adresses, on va dire, des contacts en IndyCar, mais aussi en IMSA. Ouais, voilà, c'est pour ça, Homero, je sais, je te devance un petit peu, mais oui, justement, je pense que l'IMSA, donc l'endurance nord-américaine, serait peut-être plus pertinente. L'IndyCar, c'est compliqué, parce que, hormis, à moins que ça soit vraiment un top team qui s'intéresse à lui, ça va être compliqué. Il n'a pas le budget. Et même Intermarché, c'est pas Intermarché France qui le soutient, hein, c'est les intermarchés locaux quoi, du sud-est de la France. Voilà. Le WEC, c'est quoi la fréquence de course? Bah, il y a 8 courses au calendrier, je crois. Je crois qu'il y a 8 courses au calendrier, en comptant les 24 heures du Mans. Donc ça laisserait de la place pour faire d'autres choses à côté, hein. Ça en fout que Théo n'ait pas une carrière pour l'instant, mais c'est en train de venir, c'est en train de venir. Voilà, il a mangé son pain noir et là ça commence enfin, voilà, tout le travail qu'il fait commence à porter ses fruits. Et bien voilà, Théo Pourchaire qui est sub grâce à Julien Endiave qui continue de régaler. Merci beaucoup à Julien et à Théo Pourchaire pour ce sub. Théo, on n'oubliera jamais tes saisons en F2, mais on n'oubliera jamais ses saisons en F3, ses saisons. Pour être parfaitement honnête, il y a deux pilotes qui m'ont fait complètement tomber red dingue des formules de promotion et qui fait que je suis autant impliqué aujourd'hui. C'est Adrien David, en F4 française en 2019, en F4 française en 2019 où je l'ai vraiment découvert. Et Théo Pourchaire, j'ai commencé à suivre début 2019. Non, Adjar pour moi c'est venu après.
Adjar c'est devenu après, j'ai rejoint le train Isaac Adjar plutôt début 2021, mais j'étais pas dans le train Isaac Adjar en F4, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, mais voilà, il y avait une bataille de fous furieux entre Pourchaire et Dennis Auger pour le titre en F4 allemand, mais voilà, celui qui m'a fait le plus vibrer depuis que depuis que je suis à fond les formules de promotion, c'était au Pourchaire, quoi. C'était au Pourchaire, toute sa saison 2020 en F3 où il joue le titre jusqu'au bout, c'est exceptionnel. Voilà, la F2 ensuite, enfin bon. Voilà, voilà. Enfin, il commence à rebondir et ça, c'est génial. Enfin, ça, c'est vraiment génial, c'est tout ce qu'on peut lui croire. Piastri, bah Piastri, j'étais pas dans le train spécialement. Et puis d'ailleurs, c'était le grand rival de Martins, donc non, j'étais plutôt contre lui même à une certaine époque. D'ailleurs, il y a vraiment un truc avec Pourchaire, quand il était encore dans le train F1, t'as l'impression que le public international était unanime contre lui, maintenant on a une sorte de renversement. Bah ouais, je pense que, alors bon, sa communication sur la saison 2022, sur sa deuxième saison de F2 était vraiment pas top, peut-être trop arrogante, euh, mais, euh, mais que depuis, il a beaucoup changé, il a beaucoup mûri, et les gens se rendent compte quand même que c'est pas normal qu'un champion de F2 qui a gagné autant de trucs soit aussi loin de la F1 aujourd'hui. Donc, vice-champion de F3 à 16 ans. Oui, c'était à 16 ans. Ouais, 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 c'était à 16 ans. C'était à 16 ans. Théo n'a jamais eu le public français avec lui, il est clivant. Bah, c'est ça. Il laisse personne indifférent. Mais c'est pour ça, à chaque fois que je fais un tweet dessus, c'est tout le monde l'adore, tout le monde le déteste. Enfin, il y a pas d'entre-deux. Et je comprends pas, enfin, vraiment, humainement, humainement parlant, c'est c'est un gars en or quoi. Donc l'image qu'il a pu avoir de lui arrogant est vraiment pas raccord quoi. Il s'en sort mieux que Vesti au moins qui se ridiculise à chaque sortie en proto. C'est vrai que c'est plus compliqué. La MP Drugovic a bousillé son image. Ouais, et pourtant le gars fait deuxième hein, il est loin devant, tout plein d'autres pilotes qui ont atteint la F1 hein. Théo et Ocon, même combat au niveau des foules. Et d'ailleurs, bah, tout comme Ocon, cette année, ça change beaucoup. Le regard international sur Ocon change beaucoup et les gens se rendent compte que enfin, c'est pas un gars qui serait arrogant ou je sais pas quoi et tout machin. Alors que, ça vraiment sur Ocon, j'ai jamais compris. Hein, j'ai jamais compris ça. Hein, bref. Même si Ocon, par contre, là, je le connais pas personnellement, c'est juste le ressenti par rapport aux interviews chez Canal, mais en tout cas, le fait de passer chez As, visiblement, tout le monde commence à l'adorer. Tant mieux, tant mieux. Voilà, le tribunal des réseaux sociaux a rendu son verdict. Ocon est non coupable finalement. Bah écoutez, tant mieux. Je comprends pas. Euh, on oublie souvent que Perez était un vrai terroriste chez Force India avec Ocon. Moi, j'oublie pas, moi. Hein, j'oublie pas. Hein. J'oublie pas. Non, mais voilà, donc pour en venir sur Théo, c'est très bien, ça avance. Il aurait mérité la F1, certes, mais voilà, j'espère que les choses vont se débloquer et j'espère que voilà, on va avoir des bonnes nouvelles à ce sujet assez prochainement. Écoutez, on passe peut-être au sujet suivant. On va peut-être mouiller la nuque avant, puisque là, globalement, bah, c'est du positif. C'est un pilote qui a été dans le dur et qui commence à revivre, Théo Pourchaire. D'ailleurs, tu peux enlever Envision de ton diapo. Ah, ok. Ah, oh la mauvaise. Bon, écoutez, mauvaise transition, mais voilà, je voulais parler de Dorian Pain. Je voulais parler de Dorian Pain parce que normalement, si vous suivez la saison de Dorian Pain, normalement elle fait Freka et F1 Academy. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait depuis 2 ans. Voilà, énorme star de l'endurance. Et elle a commencé à faire de la monoplace fin 2023 pour potentiellement préparer peut-être un projet F1 avec Mercedes. Il y a eu la saison 2024, deuxième de F1 Academy, plus compliqué en Freka, avec une blessure notamment. Et là, saison 2025, elle mène la F1 Academy, et en Freka, elle n'a toujours pas marqué de points. Et là, elle ne roule pas ce week-end. Elle ne roule pas à Imola ce week-end. Ouais, non, je craque nerveusement parce que vraiment, l'enchaînement sur les infos de ces dernières heures, de ces derniers jours, vraiment, ça m'a fait craquer. Hein. Ça m'a fait craquer.
Donc voilà, Dorian Pain ne fait pas le week-end de Freca Imola. On rappelle que la Freca, c'est la formule régionale européenne. Là, donc c'est de la Formule 3 européenne, si on peut dire les choses comme ça, de la Formule 3,5, où voilà, c'est mieux que de la F4. Et c'est ce qui te prépare le plus à la F3. Et donc là, on décide, ce week-end, on décide de faire l'impasse sur la Freca, qui est censée te préparer à l'étape d'après, pour faire un test en F4. Tu peux te dire, ah ouais, un test en F4, ouais, c'est peut-être pour apprendre une piste qui servira pour le futur. C'est un test F4 à Vallelunga, piste qui n'est utilisée qu'en F4 italienne, qu'en GT italien, ou voilà. Elle est à Vallelunga, avec Prema, et elle sert de pilote référence pour les rookies. Dries Van Langendonk, dont je parle beaucoup et qui est un énorme crack au niveau du karting, et Bernardo Bernoldi, qui est le fils d'Enrique Bernoldi, d'ailleurs ancien pilote de F1 au début des années 2000. Voilà, il y a Prema qui teste à Vallelunga avec ces trois pilotes-là en F4. Donc certes, Dorian Pain met 4 dixièmes à Dries Van Langendonk. Autant screen, hein, autant screen puisque je pense que voilà, Dries Van Langendonk a une carrière qui l'emmènera assez loin. Mais voilà, c'est des pilotes débutants. Bon, Bernoldi, voilà, c'est pas vraiment une référence en karting. Hein. C'est pas une référence en karting. Par contre, Dries Van Langendonk, si. Mais voilà, Dorian Pain, en l'espace de 2 ans, elle est passée de pilote révélation de l'année en championnat du monde d'endurance sur les podiums en WEC. Elle est passée de ça à une pilote qui est là pour le marketing, pour les sponsors, pour faire des Pirelli Hot Laps, pour faire des interviews dans le Jimmy Fallon Show et pour faire babysitter avec Dries Van Langendonk et Bernoldi. Voilà. Merci beaucoup Laedrina pour le Prime, merci beaucoup à toi. Voilà, ça me... J'ai plus vraiment les mots, et vraiment ça m'embête puisque là on est en train de gâcher Dorian. Euh, on est en train de gâcher son talent et elle est en train de perdre du temps et surtout même j'ai même l'impression qu'elle est peut-être en train de régresser. Voilà, elle perd son temps et il faut arrêter ça. Ça peut pas être sa volonté. Bah alors si c'est sa volonté c'est encore pire. Si sa volonté c'est de partir de la Freca, bah ça veut dire que le projet Monoplace est mort, hein, tout simplement. Enfin, merci pour ton travail. Bah écoute, merci beaucoup. Merci de suivre mon travail, du coup, Laedrina. LMP2 chez Prima, moi, c'était pas si mal. Hein. On dirait une tâche de pilote de réserve. Bah c'est ça. Enfin, ouais, j'espère au moins qu'elle est payée pour ça. Hein, oui, j'espère qu'elle est payée pour ça. Mais enfin, je ne peux pas imaginer que la volonté de Dorian, ça soit de partir de l'Africa. C'est le championnat le plus proche de la F3 qui existe. Si Dorian participait au championnat français F4, où finirait-elle? Ça serait super intéressant. Hein. Ça serait super intéressant. Je sais, c'est un prévisible à deviner. Là, comme ça, je dirais top 5, top 8, top 10. Top 10. Je sais pas, peut-être beaucoup plus. Euh, Peut-être championne même, je sais pas. Voilà. Je sais pas sa catégorisation par contre. Platinum ou pas, ça m'étonnerait que ce soit Platinum. À cette allure-là, la F3, il y a encore du temps avant qu'elle ait le niveau. Mais non, 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 mais là, elle perd du temps. Elle perd du temps. Est-ce que tu l'as mise dans tes surprises 2025? Non, non, non. Non, 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 je l'ai pas mise dans mes surprises 2025 pour Auto Hebdo. Mais pour la F3, en fait, c'est mort. Enfin, je ne vois pas, y a aucun sens. Il n'y a aucun sens, on ne la prépare pas à la F3, puisque si on voulait la préparer à la F3, et qu'on prenait l'excuse comme quoi potentiellement le moteur de la Prema, de la quatrième Prema, il est moins bon, etc. Blablabla, bah, on lui ferait faire des tests F3. On essaierait de voir, par exemple, il y a tout plein de tests F3, il y a tout plein de tests d'anciennes F3, de chez P3, où voilà, il y a des pilotes qui roulent pour justement prouver leur valeur. Voilà, Canatoli, enfin plein de pilotes que je peux pas trop dire, mais voilà, il y a des pilotes, certains français qui testent dans des anciennes F3 pour prouver leur valeur en F3 et pour montrer que bah aussi ce qui se passe en Freca c'est pas non plus ça montre pas toute la réalité non plus et voilà avec les tests comme d'ailleurs petit parallèle avec Victor Martins voilà la F2 n'est peut-être pas forcément représentative de son talent les tests F1 sont là pour le prouver
et ben tu peux faire pareil. Tu peux faire pareil en Freca. Tu as une saison compliquée en Freca, tu fais les tests F3 à côté, tu te dis ah purée, en fait finalement il y a vraiment un truc, puisque Dorian Pain elle a déjà fait des tests sur des anciennes GP3 où elle avait été très impressionnante et Mercedes l'a signé pour ça. Fin 2022, fin 2023, elle testait sur des GP3, sur des F3, sur des Freca, elle était franchement très intéressante. Et là, bah voilà, c'est la déprime jour après jour, quoi. Du coup, c'est la faute à qui cette situation? Mercedes, Prema, Iron Dams, Dorian, j'ai envie de dire un peu des quatre, mais c'est peut-être un peu dur. Voilà, on n'annule pas un week-end de course pour un test, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, D'ailleurs, Percy, c'est qui Emeli Covisto? Je sais pas pourquoi il a une licence française. Enfin, on en parlera un peu après, mais oui, c'est un pilote qui a une licence française, mais qui est finlandais, donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Du côté féminin, y a-t-il des espoirs français pour la F1 Academy l'an prochain? Billard. Billard, ça m'étonnerait. J'aurais dit il ou elle. Ah, j'aurais dit il. Ah, je me suis même pas posé la question. Mais je crois que c'est il, hein. Attendez. Non, enfin, on parle d'un pilote de kart qui a une licence française actuellement. Ouais, non, vu sa tête, c'est il. Ouais. Oh, il fait peur. Bien en F1 Academy, ça vaut le coup. Oh non, non, vraiment pas. Enfin, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver, puisque voilà, toutes les pilotes féminines sont presque obligées de passer par la F1 Academy, mais voilà, ça serait pas forcément bien. Elle serait pas. Elle aurait l'âge pour ça, en tout cas. Elle aurait l'âge pour ça. Merci beaucoup, Mike Le BG, pour le follow. Salut à toi. Non, mais voilà, il a une tête qui fait peur, quoi. Il a une tête. T'as pas envie de lui chercher les noises, quoi, hein. Il peut revenir chez les Iron Dams en GT alors. Ouais, oui, ce serait déjà ça. Ce serait déjà ça. Mais Chiara Bettig, ouais, elle est suissesse, elle. Mais donc voilà, non, mais ça me fatigue. Ça me fatigue. On peut trouver le parallèle avec Maya Veug, gérée par Ferrari, qui est passé, on le rappelle, de la Freca avec, avec une très belle 17e place dans la pire équipe à la F1 Academy, qui est un championnat de F4. Je, je sais pas. Voilà, ça n'a aucun sens. J'ai malheureusement l'impression que les pilotes féminines ont fait n'importe quoi avec leur carrière. Donc voilà. C'est triste. Ouais, Maya Veug c'est encore plus horrible puisque elle avait montré des performances en Freca. Dorian Pan malheureusement n'a pas montré ses performances. Alors après, est-ce que c'est enfin voilà, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute de Prema? Est-ce que c'est de la faute de machin, de Mercedes, de Iron Dam? Ça, voilà, on n'aura jamais toute l'histoire. Mais voilà, là voilà, lui faire louper un week-end de course pour faire des tests qui servent à Van Langendonk et à Bernoldi. Enfin voilà, dites les choses directement, dites que la monoplace c'est terminé, mais là ça rend juste la situation ridicule et puis c'est pas lui rendre service quoi, c'est juste faire du mal à son image et perdre son temps. Perdre son temps, c'était une excellente pilote et pour moi elle est en train de régresser, c'est le souci. Enfin, elle est en train de régresser. Vraiment, il y avait des tests qu'elle avait fait, voilà, fut un certain temps maintenant, qui avaient été vraiment très bons. En F4 Emirati, elle était vraiment dans le rythme. Et là, voilà, c'est compliqué. Tu perfs en fréquent, on pensait te mettre en F3, mais la F1 te veut, F1 Academy, c'est pareil. Non, mais ouais, pour vœux, quoi, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc voilà, et écoutez, ça m'a vraiment fatigué, vraiment sur cette histoire de Dorian Pink. Voilà, c'est Auto Hebdo qui a révélé qu'elle était à un test à Vallelonga, et puis on a eu accès au live timing. Elle avait battu Veug au Girls on Track, oui, elle l'avait. Enfin, alors, Veug avait été déclarée gagnante, mais au chrono, elle avait été largement devant Maya Veug, oui. Oui. Mais c'est d'autres critères qui avaient été pris en compte pour désigner Maya Veug gagnante. Mais Dorian était largement plus rapide. Donc voilà, on a une pilote qui est devenue babysitter et qui sert à ramener des sponsors. Voilà. Je sais pas trop, vraiment, je sais pas trop ce que son avenir en 2026 lui réserve. D'ailleurs, s'il y a un titre en F1 Academy, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que bah on continue la monoplace du coup, puisque
Ça ferait quand même tâche si la championne de F1 Academy ne restait pas en monoplace. Mais quel intérêt? GB3, bah ouais, peut-être GB3, je sais pas. Mais enfin, je sais pas, ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait aucun sens de continuer. Eurocup 3, ouais, pourquoi pas si tu. Ben non, non, je pense que ça serait GB3 ou Freka ou F3. On n'est jamais. Après, on sait pas, hein, peut-être que aussi Iron Dams et Demora Bayer peuvent décider de péter un câble et de l'envoyer direct en F3, mais bon, ce serait pas forcément lui rendre service non plus. J'espère juste que, voilà, elle va se reconcentrer sur le fait d'être pilote. Voilà. Voilà. Ça m'embête, franchement. Ça m'embête, mais voilà. Si Dorian remporte la F1 Academy, je lui conseillerais de quitter Prema pour une autre équipe. Ouais, alors c'est vrai que Prema en plus c'est en grosse difficulté en ce moment, hein, quand même. Enfin, ça se voit tous les week-ends de F1 Academy, hein. C'est vraiment Campos qui est la meilleure équipe. En F2, en F3 c'est compliqué. En Freca c'est la seule voiture où ils arrivent encore à dominer. Mais il y a une question que je me pose quand même. En F2, il y a une nouvelle voiture, ça a été compliqué. En F3, il y a une nouvelle voiture, ça a été compliqué pour Prema. En Freca, il y a une nouvelle voiture qui va arriver en 2026. Comment ça va se passer? Voilà. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Il faut savoir se relever quand t'as les jambes coincées sous terre pour pas se retrouver bloqué jusqu'au cou. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Merci beaucoup à Julien Injev pour cette phrase de philosophie. Dommage, l'année dernière, il y a un gars qui a prono pain chez Van Amersfoort en F2. Waouh. Ah, c'est de la bonne, hein. C'est de la bonne. Bon, on a parlé de Prema dont la domination en formule régionale va peut-être changer parce que c'est l'une des grosses actualités de la journée aussi. C'est ce changement, ce bouleversement, cette révolution en formule régionale. Adieu la FRECA. Nous sommes désormais, enfin en 2026, nous serons désormais à l'ère de la FIA FREC ou de la FREC ou de la FR Europe, de la Formula Regional European Championship. Voilà, on aura la F2, la F3, la FREC, juste FREC, voilà, ou FR Europe, qui sera donc toujours co-organisée par l'Automobile Club of Italia, donc par la FFSA italienne en quelque sorte, et désormais co-organisée avec la FIA qui prend tout simplement le rôle d'Alpine qui a eu ce rôle pendant 5 ans. Ça, voilà, on tire le rideau aussi sur quand même 55 ans je crois, 55 ans ou 50 ans, peut-être 50 ans, 5 ans. Enfin voilà, plus de 50 ans de présence de Renault slash Alpine en formule de promotion dans l'anonymat le plus total et c'est d'une tristesse absolue. Voilà, la Formule Renault Eurocup qui est devenue Freca. Voilà, il y a plus de traces de ça. On a tiré un trait sur 50 ans d'histoire. Voilà, et personne n'en parle. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il y a rien à ce niveau-là. Tout le monde s'en fiche. Et voilà. Finalement, Formula Scout est vraiment visionnaire. Au final, oui, on va l'appeler Frec. On va l'appeler Frec, ce championnat. Donc voilà, ça sera des Tatus nouvelle génération. Ça, c'est très 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 attendu, puisque globalement, pourquoi la Freca actuellement perd de son influence, c'est parce que la voiture est critiquée de toutes parts. C'est une voiture qui est là depuis 2018, alors que la GB3 a une voiture de 2025, l'Eurocup 3 a une voiture, alors c'est la même base que la Freca, mais mise à jour en 2023. Donc voilà, c'est une voiture qui est très critiquée, très lourde, manque de dépassement, etc. Tatus n'a pas le droit à l'erreur, je suis d'accord, mais voilà, en tout cas, il va y avoir une nouvelle génération de voitures. On espère qu'ils vont régler tous les soucis, toutes les critiques à ce niveau-là. On va avoir un moteur Toyota. Il n'y a pas eu de détails sur le fait si on allait avoir un push-to-pass ou non comme on l'a actuellement. On aura Pirelli toujours en fournisseur de pneus. Euh, visiblement, visiblement, on devrait avoir des coûts un petit peu plus contrôlés que chez certains autres championnats. Parce que dans le même temps, en GB3, les coûts ont explosé. Les coûts ont explosé et avec la nouvelle voiture cette année. Et en Eurocup 3, on passe à une nouvelle voiture là aussi. Et voilà, de ce que j'entends, c'est que les coûts ont aussi explosé. Peut-être que le fait qu'il y ait la FIA peut un petit peu réguler ça. Et voilà, la FREC est plus optimiste sur des coûts un peu moins sur une envolée de coûts un peu moins importante que les autres championnats. On dira toujours FRECA au même titre qu'on dit toujours Europe, qu'on dit toujours Twitter. Pardon, je vois. Oui, c'était mignon, ça faisait petit surnom. Là, ça fait c'est quoi ce FREC? Bah, je sais pas.
franchement, on disait pareil pour l'Eurocup, la Formule Renault Eurocup, pour la GP3, enfin voilà, pour, je sais pas, ces championnats-là, au final, les choses changent, hein. Les choses changent, donc je pense qu'au final, Freck rentrera peut-être un peu plus dans les usages que X, par exemple. Moi, je le call, la Freck va flop l'année pro comme la GB3 cette année. Tous les championnats peuvent pas flop, sinon il va y avoir un souci. Et d'ailleurs, voilà, enfin, que ça soit organisé par la FIA, tout simplement, enfin, ça va donner une légitimité au truc, enfin, ça va donner vraiment la formule de promotion dégagée, F2, F3, FREC, et voilà, truc, enfin, les F4 nationales. Ça va être, voilà, c'est vraiment le championnat formule régionale de référence. Maintenant, il y a deux choses qu'on attend quand même, le calendrier et les équipes. Parce que l'Eurocup 3, la veille, donc championnat rival, a annoncé aussi un calendrier, avec notamment l'arrivée de Silverstone qui ferait énormément de bien. Ça serait un gros point positif, puisque Silverstone, c'est un circuit qui est utilisé en F2, F3 après. Mais ils ont aussi annoncé le Madrid, donc le circuit de Madrid, et visiblement, le circuit de Madrid, n'est pas au courant. Et donc, du coup, ils nous ont fait une Oscar Piastri Alpine 2023. Et comme quoi, Madrid n'a jamais signé, n'a rien signé. Et que donc, non, c'est faux. Il n'y a pas du tout d'engagement. Il n'y a pas du tout de championnat qui doit se dérouler. On a accepté que la F1, la F2, la F3, que ce week-end-là, c'est tout. Donc voilà, l'Eurocup 3 qui a fait des grandes annonces un petit peu partout est dans une sauce. C'est pas très sérieux. Euh, c'est très 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 amateur quoi. Donc voilà. Voilà pour l'Eurocup 3. Et à côté de ça, tu as la FREC qui arrive avec la crédibilité de la FIA. Voilà. Voilà. Donc on va voir le calendrier, ce que ça va donner. On rappelle qu'aujourd'hui le calendrier de FRECA est quand même assez imposant avec de très très nombreux circuits F1. Côté équipe, ça va être intéressant. J'ai entendu qu'il y a des équipes externes à la FRECA qui pourraient rejoindre, des équipes de premier plan qui pourraient rejoindre, actuellement engagées en F2, F3, qui pourraient rejoindre la FRECA. On va voir comment les choses se décantent. Euh, voilà. Zandvoort 2026 F1 Freck trop soft. Oui, la question aussi. Alors, Hightech, eux, ils rejoignent l'Eurocup 3. Hightech rejoint l'Eurocup 3, donc ça serait étonnant qu'ils fassent Eurocup 3, GB3 et Freck, ça va peut-être faire beaucoup d'un coup. Donc non, il y a d'autres équipes qui seraient intéressées. Maintenant, à voir, je pense que c'est en discussion. Et voilà, c'est une première annonce. Voilà, il y a la FIA engagée dans le championnat. Maintenant, voilà, on va voir comment ça se passe le reste. Avec ce partenariat FIA, pourrait-on voir la FREC en course support d'un gros event F1 par exemple? Bah probablement. Probablement, ça devrait faciliter les choses. Maintenant, le souci de la F1, quand elle est en Europe, c'est qu'il y a très souvent la F2, F3 en support. Et donc, bah, ça fait que et la Porsche Super Cup, donc les plannings sont déjà surchargés. T'as pas le temps de glisser la FREC. Il n'y a que le week-end de Zandvoort à la rigueur où il n'y a pas F2, F3 et tu pourrais glisser la FREC. Mais voilà, peut-être pour le futur un peu plus, mais je pense que ça va être compliqué. Euh, Saint-Éloque, ouais, Saint-Éloque, on sait toujours pas quel est leur avenir exact, hein. Leur avenir est toujours un petit peu en suspens, en manque de. On est en recherche de confirmation sur le futur de Saint-Éloque, en monoplace en tout cas. Du coup, ça va devenir super cher d'aller en fricas si ça devient course support. Oui, oui, sur les week-ends où ça sera course support, oui, ça sera compliqué. Mais de toute façon, il n'y aura pas tous les week-ends qui seront en course support de la F1, c'est absolument impossible. Mais voilà, on pourra revenir peut-être à un format comme en 2021 par exemple, où on avait Monaco, on avait Barcelone, on avait deux week-ends qui étaient en support de la F1, et voilà, c'était les week-ends où il fallait se montrer le plus devant les équipes de F1, et ça avait cet enjeu, cet enjeu assez particulier quand même. Ouais, Bakou en Formule régionale Europe, non, ça serait étonnant. Ça serait étonnant. Ils ont pas des problèmes d'argent high-tech avec l'affaire des frères Hawks? Bah écoute, a priori il y a Oliver Hawks qui est revenu aux manettes d'high-tech. J'ai pas trop de nouvelles à ce sujet. Attends.
Je remonte un petit peu les messages précédents. Dans tout ce bordel de championnat junior à tout va, comment évaluer le niveau de la F4 France? Bah, c'est pas la même chose. En F4, c'est assez stable, hein. On a toujours les quatre gros championnats, hein. F4 italienne, F4 espagnole, britannique, française. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Mais voilà, tout cet immense bordel qui va être, enfin, qui est toujours très compliqué à expliquer, de formule régionale, donc de FRECA, enfin FRECA qui devient FREC, Eurocup 3, GB3. Voilà, c'est ça qu'il va falloir expliquer vraiment l'an prochain, puisque tout change, les voitures changent, beaucoup de choses changent. Donc voilà. Attendez, il y a une discussion sur, je crois, les pilotes féminines là dans le chat. Où en est Abby Pooling en GB3 d'ailleurs? C'est un petit peu compliqué, même si là il y a eu des bons tests aujourd'hui, mais non, c'est compliqué sinon. Chiara Bettig arrive, faites attention, je m'emporte déjà si tôt. Chiara Bettig, on va en reparler quand on va reparler du karting. Spanish F4, Italian F4, French F4, British F4, oui, je pense que c'est ça le classement des F4 aujourd'hui, hein. F4 espagnole, italienne, française, britannique, globalement. Bon, écoutez. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont changer, mais on est encore en attente de réponse, puisque même les spécifications vraiment techniques de cette Tatus, de cette deuxième génération de voitures, on les a pas. On a des images, on a des rendus, des très belles images, de très bonne qualité. Mais voilà, le moteur Toyota, on ne sait pas trop c'est quoi exactement. Et puis voilà, on a surtout envie de savoir plus de choses, le calendrier, les équipes. Et c'est sur ça qu'on verra à quel point il faudra prendre, à quel point la FREC deviendra le championnat référence ou pas. Voilà. On a déjà évoqué ça. Avant de passer à la preview du week-end de F2, F3, FRECA, F4 France karting, et ben justement, on va parler du week-end dernier en karting. Parce qu'il y a eu le championnat de France national, donc pour les 12-17 ans, et senior pour les plus de 14 ans. Et donc on a deux espoirs français qui ont été sacrés champions de France, et notamment pour ceux qui suivent l'endurance, ou en tout cas qui suivaient l'endurance à minima, on a le fils de Julien Canal, ancien double champion du monde d'endurance en LMP2, ancien, je crois, double ou triple vainqueur des 24 heures du Mans en catégorie, le fils de Julien Canal, Gabriel Canal, 14 ans depuis peu, qui a créé la surprise. Il est dans sa deuxième année de compétition seulement, enfin deuxième année en compétition seulement. Il a commencé un petit peu sur le tard, parce que son père était plus focalisé sur sa propre carrière, mais voilà, Julien Canal, le père, sa dernière course, c'était fin 2023, et donc du coup, depuis 2024, il se focalise vraiment sur ses deux fils, Adrian et Gabriel Canal, et là, énorme performance vraiment du fils cadet, Gabriel, qui a vraiment atomisé la concurrence, qui a remporté toutes les manches qualificatives, sauf la pré-finale, et en finale, enfin, il s'est tout simplement envolé. Euh, Canal et Avril, on dirait la bande-annonce pour les demi-finales de Ligue des Champions. J'avais pas du tout pensé, mais carrément. Euh, donc voilà, il a en plus en finale vraiment ultra dominateur. Il s'est envolé avec 6 secondes d'avance sur la concurrence. Le plus proche était Théo Battisti, qui est un jeune pilote dont j'ai un petit peu parlé il y a quelques temps, qui est un 2012 je crois, très jeune, mais voilà, aussi prometteur, vice-champion de France, c'est très bien pour lui. Mais voilà, sur une deuxième année de compétition, seulement faire une performance pareille, c'est très 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 lourd. Surtout qu'en plus, enfin, il y a des, comment dire, le matériel est un petit peu tiré au sort, enfin, au niveau des moteurs, c'est un petit peu tiré au sort. Franchement, bah bravo. Et puis j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Dans la catégorie au-dessus, dans la catégorie senior, on avait Jules Avril, on a Jules Avril, 15 ans depuis février, je crois, c'est un pilote né en février 2010, qui a été sacré champion de France senior un an après avoir été sacré champion en national. Et donc pour quelques mois, voire même quelques semaines, il bat le record d'Evan Gilter qui avait été sacré champion de France senior en 2022. C'est parfait pour Jules Avril, surtout qu'on va le retrouver ce week-end, encore une fois, en karting, où là, il va se battre pour un titre à l'international en FIA Academy Trophy Senior. Donc voilà, très 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 hâte, même si donc, Jules Avril a déjà commencé une petite transition en monoplace. Le but de Jules Avril, c'est vraiment d'arriver en monoplace en 2026, en F4 France.
Senior à 15 ans. Bah ouais, mais c'est vraiment supérieur à 14 ans, donc il y a des gamins de 15 ans, et puis il peut y en avoir, il y a des pilotes de 30 ans en face. Et en vrai, généralement, je pense que la moyenne d'âge, globalement, elle est plus de 18-20 ans dans cette catégorie. Euh, D'ailleurs, son rival pour le titre, non, a priori, non, j'ai fait des petites recherches, mais Yuzuki Sato, non, il n'est pas lié à Takuma Sato. Mais donc voilà, Jules Avry qui a peut-être l'occasion de faire un doublé en France et international ce week-end avant de se concentrer pleinement sur la monoplace. On rappelle qu'il est qualifié pour les quarts de finale de Feed Racing, même si ça a été un petit peu dans la douleur qu'il s'est qualifié. Il s'est quand même qualifié, donc voilà, le début peut-être d'une très belle aventure pour Jules Avril et Gabriel Canal, nos deux nouveaux champions de France. Allez, on passe sur la preview de ce week-end F2, F3, Freca, F4 France. Il y a aussi la GB3, il y a aussi la F4 italienne et il y a le karting. Ça va, il a quand même fait quatrième. Oui, il a fait quatrième des quarts de finale, mais sur la première tentative, je crois qu'il n'était pas qualifié sur la première. Donc il a eu besoin de sa deuxième tentative pour passer. Et quatrième, oui, mais il y avait quand même un gros écart avec les deux premiers, Clément Outran et Matteo d'Auvergne. Donc voilà, on verra. Preview F2. Allez, allez, c'est bon, allez, voilà, mettez les vannes, ah bah c'était bien, oui on va faire cette blague sur live de chaque week-end, mais faites-la, faites-la, je pense vraiment jusqu'à la fin de l'année vous pourrez faire cette blague. Euh, Lourd la F2, on passe à la F3. Bon, nous avons donc ce classement au championnat avec quand même une, enfin, vraiment, ça aurait été un autre championnat, ça aurait été un championnat beaucoup, enfin, moins, moins anormal. Vous vous rendez compte de la bataille au titre qu'on aurait? Genre, on a 5 pilotes en 12 points. Leonardo Fornaroli en tête du championnat après sa deuxième victoire, encore en course sprint. Richard Verschoor, Jack Crawford, Alex Dunn, qui s'est vu subtiliser la tête du championnat après sa pénalité après course, donc qui est tombé au quatrième rang alors qu'il avait gagné en course principale à Spa-Francorchamps pour une histoire de procédure de départ. Luke Browning, 5e, et ensuite, plus loin, on a les Campos de Pepe Marty et Arvid Lindblad, 7e, qui a été vainqueur de la course principale pendant une dizaine de minutes à peu près avant de se faire disqualifier pour des mauvaises pressions de pneus. On a ensuite Montoya, notre premier français Victor Martins, et seulement 9e avec 2 podiums. On a ensuite Roman Stanek, vainqueur sur tapis vert de la course principale de Spa-Francorchamps après les pénalités de Dunn et la disqualification de Lindblad. Beganovic, Mini qui sort un petit peu la tête de l'eau, Kouchmaini, Miyata qui a signé son premier podium en F2 enfin, Durksen, Goethe, Villagomez, Cordil, Sami Mektounif, qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points. Et ensuite on a Bennett Esterson et Sian Shields. Dunn, je suis tellement mitigé, terroriste ou génie. Et pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Non, mais enfin, bah, malheureusement, tout est résumé. Terroriste et génie. J'ai envie de dire quand même un petit peu plus souvent génie que terroriste, sinon il serait pas aussi haut au championnat. Mais voilà, une pointe de vitesse complètement dingue. Complètement dingue. Alors, Rodin paraît très en forme quand même quand on voit les qualifications de son coéquipier Amaury Cordil, qui est l'un des pires pilotes du championnat, sinon le pire. Euh, Rodin Eurocup 3, a priori, non. Non, non, non. Normalement, non. On a eu la confiance. Enfin, on nous a dit que non. On nous a dit que non. Par contre, Rodin ailleurs. Voilà. Fornaroli qui va faire le doublé F3, F2 dans l'indifférence la plus totale. Bah ouais, bah c'est le souci. Mais c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Je veux voir Dunn en Formule 1 aux côtés de Tiktoum. Ah ouais, et moi je veux voir Pourchère loin de ces deux-là. Mais oui, ça serait le divertissement, hein. Dunn en Formule 1, il s'éclaterait, hein. On parle de Crawford sur la liste de Cadillac, dis-moi que c'est pas vrai. Bah, j'en avais parlé sur un live précédent, je crois il y a 2 semaines, ça doit se trouver sur YouTube. Mais pour moi, bah, c'est pas du tout vendeur, et en temps normal, Crawford ne devrait même pas flirter avec la F1, mais Crawford, il est américain, il est assez jeune, vu que c'est en 2005, il a 20 ans. Il est troisième de F2 actuellement, il est régulier, il fait pas trop d'erreurs, il est américain, je l'ai déjà dit, il a des liens avec Andretti, puisqu'il est notamment du côté de la Formule E. Franchement, je suis désolé, mais Jack et donc il va avoir la super licence hein, s'il fait pas n'importe quoi sur sa fin de saison de F2. Honnêtement, il coche pas mal de cases, hein, Jack Crawford. Alors oui, il a dit que les conversations étaient lentes avec Cadillac, mais en tout cas qu'il y avait des discussions, ce qui est meilleur qu'à un certain moment.
Je me demande si Dunn ne serait pas celui avec la meilleure chance d'arriver en F1 sur cette grille à moyen terme, hormis Lindblad. Mais tu le vois où et quand? Puisque certes, c'est un jeune pilote McLaren, mais Dunn, et puis c'est celui qui est le plus impressionnant hein, cette année, hein. C'est clairement le pilote qui fait le plus parler de lui. Mais Cadillac ne se jette pas du tout sur lui, Alpine ne l'a jamais évoqué. Euh, Non mais Dunn Alpine, c'est juste nous qui avons créé ça de toutes parts. C'est juste, il y a Antoine qui avait créé ça sur l'une de ses vidéos, mais sinon non. Enfin, il n'y a aucun média qui a parlé d'une rumeur Dunn Alpine. Euh, donc, euh, donc non, je ne le vois pas, à moins que voilà, peut-être si Norris, Piastri, il y a un truc, mais en tout cas pas en 2026, peut-être 2027, je sais pas. Sur l'impression, Dunn écrase la F2, je trouve, on veut la F1. Oui, en fait, peut-être que Dunn, ça sera un petit peu en quelque sorte, le Isaac Hadjar. Sauf que Isaac Hadjar avait beaucoup moins ce côté terroriste, mais voilà, du gars vraiment ultra impressionnant, qui s'est fait enlever des dizaines et des dizaines de points et qui devrait mériter le titre, qui au final l'aura peut-être pas. Voilà, on est peut-être sur ça. Troisième pilote McLaren, oui, ça serait mérité, même s'il y a Patricio Howard qui est aussi dans l'équation. Moi, je veux Mini chez Alpine. Ah, c'est pas en étant 12ème que ça va le faire, hein. Et puis Briator n'a pas l'air spécialement de l'apprécier plus que ça. Hadjar était agressif quand même, pas autant, mais on n'oublie pas. En F2? En F2, là je vois pas. Hein. En 2024 en tout cas, Dunn en wake. Enfin, le but quand même du wake, c'est de faire des courses. De faire des courses et de rester sur la piste. Dunn, c'est un petit peu l'antithèse du truc. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment des courses de 5 minutes et voilà, pied au plancher et puis voilà quoi. Non, mais Dunn en Wake, peut-être que ça arrivera un jour, hein, mais sur le papier, c'est quand même, il a vraiment pas les qualités, et en tout cas, il a les défauts il a les défauts pour être un pilote catastrophique, mais peut-être que ça peut bien se finir, on sait jamais, mais voilà. Euh, Ah oui, oui, mais sinon, sur sa saison 2024, Isaac, il était pas spécialement agressif, hein. Euh, Et voilà, pour revenir sur Fornaroli, malheureusement, est-ce que j'ai fait une diapo sur lui? Ouais, enfin oui, un petit peu, j'ai mis sa tête, mais sinon j'en parle pas, parce que malheureusement sur Fornaroli, il n'y a jamais rien à dire. Il est jamais impressionnant. Et même pour une fois il arrive enfin à gagner des courses, bah, c'est des courses à grille inversée. Et je sais pas, il n'y a jamais ce moment où tu te dis, purée, quel pilote! Alors que bah, cette année, on s'est dit, purée, quel pilote pour deux pilotes, Lindblad et Dunn. Plus souvent Dunn que Lindblad, mais voilà, c'est. Ouais, on n'arrive pas à vibrer, on n'arrive pas à être dedans. Le fait qu'il soit dans la meilleure équipe n'aide pas. Le fait qu'il n'ait pas une nationalité spécialement intéressante. L'Italie, bah, il y a déjà Antonelli dessus, qui est plus jeune que lui, de 2 ans. Euh, il est régulier un peu à la Pourchère, sauf que Pourchère, avant ça, il avait déjà eu les coups d'éclat. Monaco F2 2021, la F3 2000. Enfin voilà, et Pourchère était peut-être pas forcément dans la meilleure équipe, qui était Prema, je pense, à l'époque. Et Fornaroli, Invicta, c'est probablement la même. Invicta, c'est actuellement la meilleure équipe. Depuis qu'il y a la nouvelle voiture, c'est la meilleure équipe, sans trop de doute. Merci beaucoup Darksider pour ton 8e mois de Prime. Salut à tous, désolé du retard, j'étais occupé à expliquer à Konsani pourquoi c'était le futur code. Il n'y a pas de souci. J'ai complètement oublié, Dunn il était prometteur comme ça en 2024. En 2024, non, c'était sa pire saison en monoplace, mais avant ça, 2022, il se battait face à Antonelli. Il battait Rafael Camara, c'était d'ailleurs le seul pilote en F4 italienne, en dehors de Prema, qui était dans le top 5. Il était deuxième, et les autres pilotes, 1, 3, 4 et 5, c'était des pilotes Prema. En GB3, ça avait été très bon, il avait été vice-champion, et en F4, ça a été un petit peu catastrophique. Il est passé à côté de son sujet, on va dire, et il a fait 14e, je crois. C'était très mauvais. Et puis, il s'était fait remarquer aussi par des actions un petit peu comme aujourd'hui. Euh... Tout, tout, tout. J'ai complètement. Est-ce une bonne idée d'employer un jeune pilote dans une toute nouvelle équipe F1, même si les tests simulateurs sont concluants? Bah, ça dépend de. Pour moi, Cadillac devrait tenter le coup. C'est bien généralement d'avoir un pilote expérimenté, un jeune pilote pour
comme le fait d'ailleurs Sauber avec Hülkenberg et Bortoleto. Enfin, ça, voilà, ça crée une certaine dynamique dans l'équipe. De mettre deux vieux pilotes, pour moi, je comprends pas trop le principe, quoi. Ça fait doublon. Ça fait doublon. Dunn, c'est bien lui qui s'était fait satelliser en Australie par Tsoloff. C'était bien lui, oui. Mais voilà, à Silverstone ou au Red Bull Ring, il avait été dans des actions où il était plutôt fautif. C'était plutôt Dunn qui était fautif. Euh, donc voilà, Fornaroli, j'ai toujours du mal à m'emballer. Malheureusement, il est dans zéro discussion liée à la F1. Il n'est même pas dans une académie. Voilà. Donc voilà, oui, Dunn, Crawford, voilà, on parlait des jeunes pilotes, enfin sur le diapo, je parle des jeunes pilotes F2 qu'on pourrait voir potentiellement, mais Dunn, voilà, ou alors il faudrait vraiment que McLaren le soutienne pour qu'il aille en F1, chose qu'ils n'ont pas fait pour Bortoleto. Pour Bortoleto, ils l'ont libéré, mais c'est tout, ils ont pas payé Sauber pour qu'ils le prennent, voilà. Voilà, au classement, on a aussi Lindblad qui est passé derrière, enfin, Pepe Marty qui est repassé devant Arvin Lindblad, son coéquipier. On rappelle que c'est une bataille interne qui peut être assez intéressante en vue d'un siège en F1 chez Racing Bulls en 2026. Mais voilà, enfin, le classement dit quelque chose, mais la réalité, enfin, ce qu'on a vu sur la piste, c'est tout autre. Et Lindblad est largement devant Pepe Marty. Et voilà, sans cette disqualification pour problème de pression de pneus, il serait largement devant Pepe Marty. C'est vrai que Fornaroli il peut avoir une bonne tête de l'Alpine Academy, hein. C'est vrai, pourquoi pas. Mais j'ai même pas de rumeur sur ça pour l'instant. Bon, Victor Martins, petite mise à jour. D'ailleurs, qui se souvient, Aaron va faire une FP1 chez Sauber ce week-end. Ah, c'est ce week-end? Ah ouais, peut-être. Ouais. Oui, le baquet Racing Bulls, il est pour Lindblad, hein. Maintenant, c'est fait, hein, globalement. Martins, on en est où? Bon, voilà, il est 9ème. Lindblad largement devant Marty, je n'en suis pas certain à 100%. Bah, dans le sens où il y en a un c'est sa première année, il y en a un c'est sa deuxième année, et dans un sens où il y en a un qui a gagné, qui a déjà gagné, qui nous a fait de très belles performances. C'est peut-être un peu plus irrégulier, c'est vrai que ces derniers week-ends, Harvey Lindblad a été un peu plus dans le dur, mais il est remonté, enfin, sous la pluie là, à Spa-Francorchamps, il a été sensationnel, tout comme Luke Browning d'ailleurs, tout comme Alex Dunn, et voilà. Certes sur le classement, Marty est devant, mais sur l'impression laissée, en plus pour un rookie de 17 ans, c'est fantastique ce qu'il fait Lindblad. Très honnêtement, je pensais pas. Je pensais qu'il allait un petit peu flop cette année, Lindblad. Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Même si peut-être avec une Campos, on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'il soit un petit peu plus devant, vu ce qu'avait montré Isaac Hadjar l'an dernier, mais déjà en fin d'année dernière, on avait vu que Isaac Hadjar était plus en difficulté et que Campos avait perdu de sa superbe, je pense, sur la fin d'année. Martin se fait un week-end complet, challenge impossible. Et franchement, en plus, on avait fait tout un point, tout un topo sur Victor Martins, sur voilà le. Est-ce qu'on ouvre le dossier Victor Martins? Et j'avais été en mode, mais non, c'est n'importe quoi. Voilà. Après, ma conclusion, c'était quand même qu'en restant en F2, il faisait plus de mal à sa réputation qu'autre chose. Bah écoutez, quelle meilleure illustration que ce week-end de Spa-Francorchamps. Là, voilà, là par contre, il est fautif. Il est fautif, clairement. En tout cas, alors, vendredi, qualification un petit peu compliquée. Il fait quatrième, alors que son coéquipier Rito Momiata est deuxième. Rito Momiata, c'est pas n'importe qui non plus, mais champion Super Formula, champion Super GT. Mais quand même, samedi, il fait une très bonne course, il va chercher un très beau podium, son meilleur résultat de l'année. En plus, bonus, il sort un Mouricordil pour le plaisir de tout le monde. C'était très bien, c'était très chouette. Et le dimanche, non, 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 c'était pas bien du tout. Il faut le dire quand c'est bien, comme samedi, c'était vraiment très très bien. Et je pense pas qu'il pouvait faire beaucoup mieux, vraiment mieux avec la voiture qu'il avait. Je pense pas qu'il pouvait aller chercher Fornaroli et son Invicta, pour moi ça me paraissait impossible. Et dimanche, bah voilà, il s'est planté, et c'est de sa faute, et voilà, parfois il faut le dire, et voilà, les track limits, bah tu peux pas rejeter ça sur la voiture, donc voilà, il a eu des avertissements pour track limits, et il y a encore eu des infractions pour track limits, donc il y a eu 10 secondes de pénalité, donc voilà, au final ça fait 8ème de la course, voilà. Par contre en qualif, on a déjà vu plus dominant en F2, c'est impressionnant, il a que des top 3, non, à part une qualif, deux qualifs, mais une il avait un problème moteur, et du coup l'autre il fait quatrième.
Mais non, en qualif, c'est clairement le meilleur pilote. Et pour moi, voilà, vous savez ce que je pense de lui, c'est le pilote le plus rapide sur un tour. Maintenant, pour le reste, voilà, c'est compliqué. Il va faire quoi Martins après LMP2? Bah je sais pas. Grosse inconnue que son programme 2026, puisque dans le même temps, il a l'air assez confiant de Williams. Enfin, on a l'impression qu'il fait vraiment confiance à Williams dans le sens où il a l'air vraiment de croire qu'il a une possibilité à la F1. Ce qui est peut-être le cas si les tests F1 qu'il fait sont positifs. Et pour le moment, bah ça, nous, les datas qu'on a, enfin, elles sont assez limitées. On n'a pas autant de data que James Wolves. C'est pas, voilà, on n'a pas le même niveau d'accès à ces datas. Donc voilà, non, il va pas refaire de la F2. La question c'est oui, est-ce qu'il pourrait être par exemple troisième pilote? Sa super licence, il l'a. Oui, il pourrait potentiellement être troisième pilote, mais il y a aussi un Luke Browning dans l'équation. Il y a aussi un Alessandro Giusti qui peut pousser derrière. Et dans le même temps, bah, il y a Albon et Sainz, deux pilotes très solides qui sont déjà installés. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop s'il pense vraiment qu'il y a une possibilité de F1. S'il y a une possibilité, je pense qu'il va tout faire pour l'avoir. Mais ça me paraît compliqué. Bon, je pense que le mieux serait peut-être de se réorienter sur, oui, sur de l'endurance et de rebondir, comme Théo Pourchard l'a fait assez difficilement, mais au final, il a réussi à le faire, quoi. Bon, la Super Formula, non, la Super Formula, maintenant, je vois pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, enfin, comment il a payé sa saison de F2, c'est son sponsor principal, Corum l'épargne, qui a voulu qu'il refasse une saison de F2, qui lui paye tout. Bah voilà, ça faisait aucun sens sportif. Alors certes, la F2 c'est assez exposé médiatiquement, c'est bien, oui, tu peux montrer ton beau logo sur la voiture, mais sportivement, de faire une troisième saison, c'était voilà, c'était compliqué. Et pour Corum l'épargne, je vois pas pourquoi ils iraient au Japon, à moins qu'ils veulent s'ouvrir au marché japonais, mais je sais pas, je sais pas. Quand même, un petit point quand même sur en Hongrie, il avait été très très bon l'an passé. Il avait fait une double P2 et il aurait mérité peut-être la victoire. Il avait été excellent. Donc là, on retourne en Hongrie. En plus, il y a peut-être de la pluie qui est prévue au moins pour la journée de dimanche. À voir ce que ça peut donner pour Victor Martins. Et peut-être pour aller décrocher une première victoire française cette année, car on rappelle que en F1, F2, F3, nous n'avons toujours aucune victoire française et que bah l'heure tourne, le calendrier continue et la saison continue et pour le moment on n'a toujours pas de victoire française, ce qui serait une première depuis 2004. Hey. Allez, justement, on passe à la Formule 3. Il ne reste plus que 4 courses, plus que 2 week-ends. La Hongrie, c'est le dernier week-end avant la pause estivale. Il ne reste plus que 78 points à attribuer. Et donc, il ne reste plus que 13 pilotes mathématiquement éligibles pour le titre. Ça inclut bien évidemment le leader Rafael Camara qui pourrait être sacré champion dès ce week-end en Hongrie. Rafael Camara qui a un petit matelas de 28, un bon gros matelas même devrais-je dire, de 28 points d'avance sur Nicolas Tsoloff. On a ensuite Tim Tramnitz, Mari Boya, Martin Stensor, Noah Stromstred, nos deux Français Théo Finel et Alessandro Giusti bien placés en 7e, 8e position. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher un peu plus? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher un top 5? Ça serait bien, même si l'écart commence un petit peu à s'agrandir. Tuka Taponen, 9e, qui est un petit peu à l'arrêt, même carrément à l'arrêt depuis Monaco, malheureusement. Roman Bilinski, 10e, Santiago Ramos, Voisin, Van Eupen. Donc voilà nos 13 pilotes mathématiquement éligibles pour le titre. Avec une petite précision, quand je dis mathématiquement éligible pour le titre, il faudrait vraiment marquer tous les points et que Camara en marque 0. Par ailleurs, dès la séance de qualification, si Bininski, si Ramos, si Voisin, si Van Eupen n'a pas marqué de points, et bah ces pilotes-là seront éliminés de la course au titre. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, ça sert pas à grand chose, mais je trouve ça rigolo de faire un petit peu ce décompte. La dernière fois, avant Spa-Francorchamps, il nous restait, enfin on avait encore 25 pilotes éligibles, là on en a plus que 13. Vendredi soir, on en aura plus que 9 ou 10. Donc voilà. Petite question bête, le champion de F2 ne peut pas refaire de la F2, mais est-ce que c'est le cas pour toutes les formules de promotion? Oui, oui. On avait l'exception W Series fut un temps, mais en F3, en FRECA, en F4 France, voilà, tu peux pas redoubler dans ton championnat.
peut-être à la rigueur l'Ultimate Cup Series, mais non, non, je pense pas, parce que tu passes en endurance. Non, tu redoubles pas. Naël qui va se battre pour finir devant Justice, c'était pas dans mon bingo. Ouais, c'est quand même une sacrée saison qui nous fait Théo Final avec 3 podiums en course principale. C'est un petit peu irrégulier, mais c'est quand même une grosse saison qu'il fait Théo Final. Donc voilà, 28 points d'avance, 78 encore disponibles. Évidemment, l'annulation de la course principale à Spa-Francorchamps va complètement dans le sens de Raphaël Camara, puisque ça fait 25 points qui ne seront donnés à tout simplement personne. Tsoloff lui a quand même repris un petit point sur la course sprint, ce qui n'est rien. Voilà, c'est absolument rien par rapport à l'écart de 28 points qui lui reste encore. Pour que, enfin là potentiellement ce week-end, dimanche, on aura peut-être un nouveau champion de Formule 3. Puis Raphaël Camara doit mettre 12 points à Nicolas Tsoloff, 7 points à Tim Tramnitz et ne pas perdre de points sur Boya, Stensorn et les autres pour être assuré du titre. Donc c'est carrément possible. Maintenant à voir, puisque quand même Camara a été vraiment pas mal chanceux, Tsoloff a été pas mal malchanceux ces derniers temps. Donc à voir à voir si Trident va réussir à trouver un second souffle quand même, car ils dominaient outrageusement le début de saison, et depuis, c'est un petit peu plus compliqué, et Campos s'est vraiment transformé en équipe de pointe. D'ailleurs, il y a une grosse bataille aussi entre Trident et Campos pour la lutte au titre équipe. Voilà, côté français, voilà, j'avais envie de revenir sur une petite interview que Alessandro Giusti avait fait à Canal+. Puisque globalement, dans son interview, il disait vraiment en sous-texte que l'an prochain, en fait, en fait, que les week-ends qui arrivaient allaient être déterminants pour se mettre en valeur pour la prochaine année de F3, globalement. Enfin, que visiblement, Alessandro Giusti ne devrait pas aller en F2. En tout cas, c'est ce qu'il laisse transparaître, et c'est aussi les infos que j'ai pour le moment. Il devrait plus repartir sur une deuxième saison de F3, à moins voilà, d'une fin de saison complètement folle, mais il reste que 2 week-ends, donc ça va être compliqué. Ce qui va surtout falloir corriger, moi j'espère sur les 2 prochains week-ends qui arrivent, et voilà, dès ce week-end en Hongrie et dans plus d'un mois à Monza, c'est voilà, ce dernier tour en qualification, puisque sinon tout le reste en course, c'est énorme. Il nous fait des remontées fantastiques, il nous fait des super dépassements, des bons départs, des bons premiers tours. Et les premières parties des qualifications, c'est top, mais dès qu'on arrive sur le dernier tour, ça s'effondre. Ça s'effondre et c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Et donc là, voilà, il s'était qualifié 18ème. Il nous fait une super course pour remonter 10ème, pour remonter dans les points. Mais voilà, il faut juste corriger vraiment ce dernier tour des qualifications. Voilà. S'il redouble, c'est toujours chez MP, selon mes informations, oui. Mais je vais pas trop en dire, et ne vous en faites pas, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine qu'on va prédire les grilles F2, F3 2026. Donc mettez-vous ça dans votre agenda. Mercredi 6 août 18h30 je pense. Mercredi 6 août 18h30 on va faire toutes les prédictions et tout. Ou peut-être mercredi 6 ou jeudi 7. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qui vous arrange le plus? Parce que peut-être que jeudi 7 ça m'arrange un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous arrange entre mercredi et jeudi? Bon, vous êtes un petit peu biaisé là puisque on est jeudi. Peut-être jeudi? Intéressant. Jeudi ou... Ah, peut-être pas jeudi finalement. Bon écoutez, je vous redirai, mais voilà. Semaine prochaine, on va prédire les grilles de F2 et de F3 et j'ai très très hâte. J'ai très très hâte. Évidemment, vous savez à quel point j'attends ce live impatiemment. Les deux sinon. En vrai, il y a un monde où on fait débrief du week-end et... Ouais, bon, à voir. On verra s'il y a tant de choses à ça que ça à débriefer ce week-end, peut-être. F1 Academy. Oh non, pas F1 Academy. D'ailleurs, parce que j'ai pas spécialement d'infos et que. Non, pas spécialement F1 Academy. Écoutez, voilà, pour Alessandro Giusti d'ailleurs, petit fun fact, on va revenir sur la piste le lieu de sa première victoire, c'était en 2021 en F4 France.
les vrais se souviennent. Donc ça, bon, ça date un petit peu, mais voilà, peut-être que ça peut lui faire ressortir de bons souvenirs. Et voilà, moi j'espère vraiment surtout cette qualification. Il avait vraiment réussi à faire une très bonne qualification à Barcelone et ça avait conclu sur un podium par la suite en course principale. Voilà, s'il arrive à régler ce souci de qualification de dernier tour de qualif, tout s'ouvre à lui. Tout s'ouvre à lui, vraiment. On n'a pas que la F2, la F3, c'est un énorme week-end de course vu qu'on a aussi pas de diapo sur Benavides. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a une ex absolument monstrueuse et voilà, il a fait la pole et la course a été annulée. Il nous a fait une Victor Martins. Pole et course annulée, ça c'est le combo spécial Victor Martins. Pas spécialement de choses à dire. Mais ça aurait été intéressant de voir comment il se serait défendu en course, puisqu'en course sprint ça avait été assez compliqué. Voici donc le classement de l'Africa. Vous voyez que Freddy Slater s'est complètement envolé au classement avec 3 victoires d'affilée. Il y a 20 points d'avance sur Matteo De Palo qui a lui aussi creusé l'écart avec Pedro Clerot, 3ème, qui au final n'a pas eu de pénalité pour son incident avec Enzo Dellini à la course 2, qui avait mis Enzo Dellini, j'allais dire au tapis, mais en tête à queue, et qui a forcé Dellini à remonter de la dernière à la 10e position et à faire une course absolument fantastique. Donc Dellini est 4ème, Evan Gilteri 5ème, Yamakoshi 6, Aldaeri, Akshay Bora, Taito Kato, Jin Nakamura, Kanatoli, Jack Beaton, Nikita Bedrin, Dion Gauda, Nandawood Beyond Magdi, Michael Beloff et Giovanni Maschio qui sont les 17 pilotes à avoir marqué des points. À ton avis, si Enzo et Evan restent top 5, c'est bon pour la F3? J'ose espérer, oui. Enfin oui, j'ose espérer. Euh, J'ose espérer même déjà que les choses sont faites. Maintenant, maintenant, je sais pas trop. Mais top 5 pour la F3, ça devrait être suffisant. Enfin voilà, on a quand même un 5 pilotes qui se détachent quand même. Même si Gilter est un petit peu plus dans le dur récemment, c'est tout aussi toute l'équipe ART qui est un petit peu plus dans le dur ces derniers week-ends. Mais sinon, voilà, j'espère ne pas être trop inquiet. Attends, j'ai pas suivi. Pourquoi pas de F2 pour Naël? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais j'ai pas parlé de Naël hein, sur le. J'ai que parlé de Justy, mais pour Naël, de toute façon, on en reparlera. On en reparlera la semaine prochaine. D'ailleurs, il se pourrait que j'en parle à Auto Hebdo, d'ailleurs, puisque sur les 10 pilotes que je présente sur mon magnifique article Auto Hebdo, d'ailleurs, n'hésitez pas à l'acheter, je parle de l'avenir aussi de certains pilotes que je désigne comme révélation de l'année, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer et à faire monter les ventes. Comme ça, ils vont se dire, ah, il y a Perceval qui a écrit, ça fait booster les ventes. Donc voilà, petite information. Donc on sera sur l'autodromo Enzo e Dino Ferrari d'Imola. La journée de samedi devrait être marquée par la pluie. En Hongrie, F2, F3, c'est le dimanche. Là, à Imola, c'est le samedi, donc ça peut un petit peu changer les choses. À voir comment ça va se passer. Elle est sympa la vidéo de la FFSA en immersion avec Evan, je ne l'ai pas encore regardée, honte à moi, parce qu'en plus celui qui l'a fait, qui l'a tourné, qui l'a enregistré, c'est Raphaël J, GY, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais un follower qui nous écoute peut-être actuellement sur YouTube ou sur Twitch, et dont je passe, avec qui je te passe le bonjour. Mais oui, il faut que je la voie. Elle fait partie de mes vidéos que je dois regarder, mais c'est pas évident de trouver du temps, mais oui. On a aussi le retour de la F4 France ce week-end. On va entamer la deuxième moitié de saison avec toujours ces deux pilotes qui se sont échappés au classement. Alexandre Munoz en tête, mais avec seulement 12 points d'avance après l'accrochage qu'il y a eu avec Jules Roussel à Spa-Francorchamps. Jules Roussel qui a décroché ses premières victoires en monoplace. Arthur Dorisson est plus à distance, mais quand même assez isolé en troisième position avec 3 victoires sur 3 week-ends. Toujours sur des courses à grille inversée, certes, mais quand même Dorisson est troisième. On a ensuite Maassen, Iglesias, Caretti, Perard, Boyer, Bouzard, Giacardi, Consani, 11 pilotes qui sont qui sont montés sur des podiums. On a ensuite Hugo Hérouin, pas passé loin du podium non plus. Sato, seulement 13e pour le moment. Roméo Holler, Sénéclose, Rico Bonobello, Milošković, Martiniello, Lisa Billard, la française, l'Iron Dams qui a marqué ses premiers points en F4 France lors de la course précédente. Piri et Pasquier qui sont les 21 pilotes à avoir marqué des points.
D'ailleurs, aux essais collectifs, Slater a mis une claque à tout le monde. Putain, oui, j'ai même pas regardé. J'étais trop focus sur la F4 France. Puisque oui, d'ailleurs, petite annonce pour ceux qui ne le savent pas, je serai à Manicourt samedi et dimanche pour la F4 France. Donc ça va être chouette. Donc ça va être chouette. Mais Roussel plus Dorisson solide dans les tests. Ouais, j'ai vu. Il y a Erwan qui était pas mal, Munoz et aussi évidemment. Mais oui. Voilà, donc ça va être évidemment un week-end à suivre sur le circuit assez historique de Manicourt. Voilà, petit fun fact, sur 3 week-ends, on a eu que 3 vainqueurs avec 4 victoires de Munoz, 3 de Dorisson, 2 de Roussel. Est-ce qu'on va avoir un nouveau vainqueur? Peut-être est-ce que ça va être enfin un rookie? Parce que pour le moment, c'est que des pilotes redoublants. Voilà, on a eu 11 pilotes sur des podiums, 3 vainqueurs. Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Ça, j'ai hâte de voir ça. On rappelle que c'est une période assez charnière aussi, qui va arriver pour la F4 France, car, et même pour les championnats de F4 dans l'ensemble, parce que les discussions pour la FRECA, elles sont un petit peu plus tardives que la F2 et F3. F2 et F3, globalement, ça se fait maintenant. La FRECA, c'est un petit peu plus tardif. Les tests de FRECA sont plus tardifs. D'ailleurs, pour Le Mans en F4, faut réserver des places. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Faudrait que j'essaye de me renseigner. Euh, je pense que ça sera ouvert quand même au public, j'espère. Je sais pas trop. C'est le week-end du 25-27 septembre, hein, pour si jamais, mais ouais, faut faire des recherches parce que c'est pas en support du championnat de France FFS AGT des circuits, c'est pas en support du GT World ou comme ce week-end, donc je sais pas trop. Je sais pas trop. On a aussi la GB3 qui revient pour sa deuxième moitié de saison, qui revient une deuxième fois sur le circuit de Silverstone. Vous voyez donc ce championnat avec Alex Ninovic, le pilote Rodin, qui est en tête du championnat, pilote qu'on pourrait franchement revoir en F3 l'an prochain. Roder, Pradel, Fairclough, Lyle, McIntyre, Alazari, le jeune pilote alpine, Siou Routoun, Schwartz, et parmi les pilotes qui sont là à temps partiel, on retrouve notamment Freddy Slater. Freddy Slater qui n'est pas engagé ce week-end, tout comme Canatoli notamment, tout comme Nikita Johnson qui n'est pas là ce week-end et qui priorise la F3 puisqu'il remplace Freddy Slater dans la Hightech numéro 15. Donc Johnson refait une nouvelle pige chez Hightech. Voilà, toujours un championnat pas forcément encore décidé, mais voilà, Ninovic a pris un petit temps d'avance sur ses concurrents. Il y a plein de nouveaux pilotes ce week-end en GB3. Oui, il y a plein de nouveaux pilotes. Il y a August Reiber, qui est un pilote suédois qui joue devant en F4 britannique, qui fait ses débuts. Voilà, il y a Enzo Tarnvanishkull qui est là aussi, le jeune pilote Red Bull, qui avait fait une manche à Silverstone déjà. Voilà, voilà. Ouais, la finale de F4 ans, j'espère que c'est vraiment pas à huis clos, hein. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Ouais, c'est avec une Porsche Cup. Je sais pas exactement laquelle. C'est pas la Porsche Carrera Cup France. Je crois que c'est un autre championnat. Oui, Evan David, Michael Sheen, oui aussi. La F4 italienne qui revient aussi. On est complètement dans la deuxième moitié de saison avec le 5e meeting sur 7. Kin Nakamura Berta a déjà pris une option sur le titre et il s'est un peu envolé, notamment avec le week-end un petit peu compliqué de Sebastian Weldon, le fils de Dan Weldon, au Mugello la dernière fois. Ce qui peut être intéressant, c'est à voir. Voilà, on a eu les premières victoires d'Alex Powell en F4 italienne avec même une double victoire au Mugello. Est-ce que c'est le signe que ce jeune pilote Mercedes a trouvé peut-être un déclic sur sa voiture? Est-ce que Alex Powell peut voilà, aller se rapprocher des toutes premières positions? On va voir. Ou est-ce que c'était juste vraiment spécifiquement lié au circuit? Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas pour le moment. On rappelle que dans ce championnat, on a deux pilotes français, Andrea Dupé et Arthur Lorimier. Andrea Dupé qui fait son retour chez Prema après avoir été malade et avoir manqué deux courses au Mugello et avoir manqué la manche au Castellet en Euro 4. Donc Andrea Dupé, on espère que ses soucis de santé sont réglés et qu'il pourra défendre pleinement ses chances ce week-end. Évidemment, il y a, donc j'ai mis week-end 5 étoiles pour la F2, la F3, la Frica, la F4 France, mais aussi on était obligé de parler de ces pilotes dont on parlera très bientôt, dès l'an prochain pour certains, la finale du championnat d'Europe de karting qui se déroule en plusieurs manches, en 4 manches.
donc sur 4 week-ends, et là on est au 4e week-end, donc c'est différent des championnats du monde qui se déroulent sur un week-end en fin d'année. Voilà, vous voyez ce classement au championnat, donc la catégorie OK c'est pour les plus de 14 ans. Ouais, donc c'est pour les plus de 14 ans. Christian Costoya, pilote managé par Nicolas Todd, est en train de dégommer le championnat, comme vous pouvez le voir, avec l'écart absolument monstrueux qu'il a avec le jeune pilote Mercedes James Anagnostiadis. On a ensuite Ramakers. Un petit peu plus loin dans le classement, on retrouve nos Français, Louis Cochet, le neveu de Jonathan Cochet, qui nous a fait une sublime 4e place lors du dernier week-end à Viterbo. Thomas Pradier, donc Cochet et Pradier, c'est deux pilotes nés en 2010 qui essayent de passer en Formule 4 en 2026, dès l'an prochain. Louis Cochet, qui est quart de finaliste, qui s'est qualifié pour les quarts de finale à Feed Racing. Thomas Pradier, lui vient de faire son premier podium cette année lors du week-end précédent. Voilà, qui a des discussions pour passer en F4, peut-être plus de la F4 italienne, peut-être pas tant de la F4 française pour lui, à voir. En tout cas, il y a des discussions qui se font pour Thomas Pradier, mais qui a sorti un très très gros week-end, pilote souvent régulier. Bon, ce championnat le montre pas vraiment forcément à son avantage, mais il y a d'autres championnats en plus du championnat d'Europe, des championnats peut-être un peu plus annexes, et en tout cas ça se passe bien, et vraiment le dernier week-end de Thomas Pradier a vraiment été très très bon. Le pilote ligérien, le pilote du département de la Loire, c'est pas un Stéphanois exactement, je me rappelle plus du nom de son bled, mais en tout cas c'est près de Saint-Étienne, mais c'est pas Saint-Étienne exactement, c'est pas comme Naël, mais voilà. Thomas Pradier qui est en très très grande forme, donc forcément il fait partie des pilotes à surveiller. Il a adoré la piste de rugby au Danemark le week-end dernier, où il y avait la série préparatoire des Champions of the Future qui prépare au championnat d'Europe. Donc à voir s'il va garder ce momentum pour cette finale de championnat d'Europe. Parmi les autres pilotes à surveiller aussi la Suissesse, évidemment Chiara Bettig, dont son nom revient avec insistance au niveau du Red Bull Junior Team et qui est actuellement 13e après un excellent premier week-end. Ça a été un petit peu plus compliqué par la suite, mais elle est quand même dans le match. On a aussi l'Oka, si c'est en F4 italienne, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un soutien financier conséquent? Je ne sais pas exactement, donc je ne vais pas trop m'avancer dessus, mais voilà, s'il y a de la F4 italienne, c'est pour le faire dans des bonnes conditions et c'est pour le faire avec un championnat hivernal avant. Maintenant, avec quelle équipe, on va voir. Je sais pas du tout ça, mais j'ai pas beaucoup d'infos. Après, pour faire du karting international, souvent ça veut dire que t'es pas trop juste niveau financier. Euh, et voilà, que t'es moins sur le fil que d'autres pilotes. Je prends l'exemple par exemple de Matteo d'Auvergne, qui a dominé le premier stage de Feed Racing, qui est très très bon, qui est excellent sur la scène nationale, mais qui ne passe pas, qui n'est jamais passé à l'international. Il avait testé chez Air-Race. Ah ouais. Bah c'est à vérifier. Je sais que les frères Carras, ils ont testé chez Air-Race récemment, mais c'est à vérifier. Je vais voir, je vais voir. Peut-être que tu dis des bêtises, mais je sais pas. Je sais pas pour quelle équipe, je sais même pas s'il y a eu des tests encore de fait. Il y a aussi l'Oka Junior, donc ça c'est la catégorie un peu plus jeune des 12-14 ans. Là par contre la bataille au titre est beaucoup plus serrée entre un pilote Williams, Dean Hogendorn et Noah Baglin, un jeune pilote Ferrari. Donc 17 points d'écart entre les deux, on rappelle qu'on peut gagner 100 points sur un week-end. On a deux Français assez bien placés au championnat, Lucas Selle, qui serait aussi potentiellement assez proche du Red Bull Junior Team, très régulier là aussi, excellentissime sous la pluie, 6ème actuellement, qui pointe à la 6ème place du championnat. On a aussi Samuel Hugon qui est 9ème, qui avait eu deux week-ends compliqués, qui est l'un des pilotes les plus jeunes du championnat et qui nous a sorti un week-end monumental lors du week-end dernier où il avait signé la victoire, tout simplement. Une victoire complètement inattendue. Donc à voir s'il va pouvoir confirmer après cette performance complètement dingue et si c'était pas juste lié à ce circuit. Voilà. Petite attraction, Samuel Hugon qui est un pilote de la Victory Lane, tout comme Lucas Selle d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, et tout comme Louis Cochet, donc la Victory Lane c'est l'équipe de karting de la famille Victor Martins. On a aussi, ça on en a un petit peu parlé, l'Académie Senior.
Ça, c'est en seulement 3 week-ends, c'est un petit peu différent, c'est un peu une Coupe des Nations où chaque fédération, dont la FFSA, envoie un représentant. Cette année, donc, il y a l'académie senior, l'académie junior. L'académie junior, c'est notamment avec Maël Lemarchand. L'académie senior, c'est avec Jules Avril, c'est pour les pilotes de plus de 14 ans. Jules Avril qui a tout récemment été sacré champion de France senior, qui a été sacré champion de France le week-end dernier tout simplement. Il a gagné la dernière manche, il est en pleine confiance. Il a 15 points à rattraper sur Yuzuki Sato, le représentant japonais. Voilà, ça peut le faire. Et on envoie toute notre force à Jules Avril qui pourrait peut-être être le premier champion du FIA Academy Trophy Senior. On rappelle Jules Avril, aussi un pilote qu'on devrait retrouver en F4, probablement française, vu qu'il a déjà fait des tests en monoplace avec la FFSA, probablement en F4 française. Voilà, ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit. Parmi d'autres noms qu'on peut évoquer, il y a d'autres Français en Oka Junior comme Matteo Rivals, Mani Nuvolini qui s'est qualifié pour une finale récemment à rugby sur la série préparatoire. Voilà, mais ça reprend un petit peu ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Et voici 19h59, on a tous les horaires. Ça tombe bien puisque le tweet sort dans 1 minute. Donc voilà, vous avez cette diapo qui va sortir. On rappelle cette diapo, enfin ce tweet que j'avais programmé à 20h, que j'ai dû refaire, puisque là, côté Freka, j'avais mis le nom de Dorian Pain et au final j'ai dû l'enlever, donc j'ai dû reprogrammer le tweet. Bref, voilà, donc quand même un énorme week-end de sport automobile, F1, F2, F3, Freka, F4 France, karting, aussi GB3, F4 italienne. Moi, il n'y aura pas de live ce week-end parce que je serai sur place sur le circuit de Nevers-Manicourt pour la F4 France. Donc voilà, course 1 à 11h15, course 2 à 16h25, course 3 à 8h45 le dimanche. Oh, ça va piquer dimanche matin. Ça va piquer dimanche matin. Mais voilà, très très hâte de ce week-end, évidemment, même si je serai dans un paddock de F4 France, vous pouvez compter sur moi pour réagir sur Twitter et sur Blue Sky, notamment. Normalement, maintenant, le tweet a dû sortir. Écoutez, au final c'était bien condensé, mais on a réussi à tout finir en 1h30, de 18h30 à 20h. Parfaitement minuté. Euh, Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur le live. On était vraiment beaucoup sur le live. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette, juste pour un live de preview en plus. Je m'attendais pas D'ailleurs, allez voir, enfin, même si vous me regardez là actuellement sur Twitch, allez voir la miniature, enfin, allez voir YouTube, parce que la rediffusion va arriver dans 1 heure à peu près. Voilà, je me suis amusé sur la miniature. Vous savez que parfois j'ai une miniature dans le mois où je me laisse aller, je me dis, ah, quand même, c'est vachement rigolo, et où je fais des montages un peu foireux, et voilà, ça va être rigolo la miniature. Voilà, je n'en dis pas plus, vous saurez un petit peu plus tard. Prochain live, alors peut-être un débrief du week-end, mais possiblement, ça sera le live tant attendu des prédictions de grille F2, F3 2026. J'ai très hâte. J'ai déjà préparé mon petit document Excel, j'ai déjà préparé forcément les petites infos que j'ai. Voilà, je prépare tout ça. J'ai très hâte et je vous dis à la semaine prochaine. À ce week-end, pour ceux que je croise, s'il y a des gens parmi vous qui sont à Nevers-Manicourt, n'hésitez pas à me passer un petit coucou, hein. C'est toujours un plaisir de parler avec vous sur un circuit, de pas se parler que à travers un écran. C'est aussi sympa de se voir en vrai dans des paddocks. Francis Fromage, je veux bien ton info, hein, puisque en F2 j'ai beaucoup moins d'infos, hein. En F2 j'ai beaucoup moins d'infos que la F3, mais tu auras l'occasion de la balancer si tu veux dès ce soir ou si tu veux dès sur le live prochain. Mais voilà, profite du week-end de course. Oui, je vais profiter du week-end de course. En plus, il y a d'autres championnats engagés, donc ça va être chouette. Il faut un petit peu que je me mette à jour, que je vois un petit peu les autres championnats. Le GT World Challenge, en plus, c'est pas n'importe quoi à côté. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky. N'hésitez pas à acheter ce magnifique auto hebdo avec 4 pages faites par votre serviteur. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et moi je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée, un excellent week-end de course. Bye bye.